avoir le plaisir de vous dire bienvenue. Je suis SF Coach, mais surtout Catherine Snyders, présidente de la SF Coach. Et je suis ravie de pouvoir accueillir Jeanne aujourd'hui. Jeanne qui va nous parler d'interculturalité en coaching. Je connais Jeanne depuis plusieurs années maintenant, et dans le cadre du temps du lien et de l'ouverture que la SF Coach souhaite proposer dans le temps du lien, Jeanne, j'ai pensé à Jeanne que je lui laisserai se présenter, mais qui est marocaine, qui habite à Abu Dhabi, qui est membre de l'EMCC et de l'ICF, pas encore de la SF Coach, mais c'est quand même l'ouverture. Je la laisserai se présenter, qui a un très beau parcours en entreprise. Et j'ai trouvé que ce qu'elle nous proposait d'intervenir sur le coach, l'interculturalité, le coaching, de par son expérience d'avoir été coach dans plein d'endroits, pouvait être quelque chose qui continue à faire ce que la SF Coach souhaite depuis toujours, c'est partager du savoir, partager de l'expérience. Alors, on va avoir 1 heure et demie à 2 heures ensemble où on vous proposera un certain nombre d'exercices. Je pense que Gilles est plus doué que moi pour te présenter, mais en tout cas, ravi que tu aies accepté d'Abu Dhabi, où il est quoi? Il est 21 heures, donc on te mange ta soirée, je crois. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. C'est moi qui partage, je crois, l'écran, c'est ce qu'on a convenu. En tous les cas, vas-y, j'ai le support, j'ai la dernière version, donc c'est bon. Ok, écoute, je vais commencer par partager l'écran, puis je vais te demander peut-être de te présenter, comme ça on aura, et moi je lance le diaporama, et peut-être, voilà, je te laisse la parole. Sinon, donne-moi juste la main, je vais partager. Non, non, c'est bon, je vais essayer de le faire, je partage. Hop là, c'est parti. D'accord, très bien. Donc, merci Catherine, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, peut-être, donc c'est la deuxième slide. Donc, aujourd'hui, la compétence interculturelle, donc, c'est un thème qui me parle pour le moment parce que, comme a dit Catherine, donc, je suis en train de bouger entre le Maroc et le Moyen-Orient. Et pour me présenter, je lui dis, je suis en pleine sur un chemin ou dans un cheminement vraiment réflectif. Et pourquoi la photo de moi enfant? Parce que je garde vraiment mon enfant en analyse transactionnelle. Donc peut-être c'est vraiment ce qui me permet d'être créative, joyeuse et m'amuser. Donc, vraiment, avec des expériences vécues, on va dire la traversée du désert, j'ai décidé de vraiment ne pas prendre les choses très au sérieux, mais beaucoup plus s'amuser. La deuxième image, alors j'ai pas mal voyagé. Je pense que c'était depuis que j'étais dans l'entreprise. Alors moi, j'ai travaillé 12 ans en entreprise en tant que salariée, donc de chef de projet jusqu'à directrice marketing et communication. Alors, dans les télécoms, et précisément, cette photo, c'était en Chine, c'était à Shenzhen. C'était à Hong Kong, c'est là. On devait valider avec les opérateurs télécoms à l'époque des prototypes. Et ensuite, les voyages me marquaient beaucoup parce que je trouvais cette ouverture, cette diversité. D'ailleurs, l'autre photo, elle est aux États-Unis avec des consoeurs et confrères donc d'ICF ou à Atlanta en 2015. Et la beauté, voilà, de la diversité, d'ouverture, de découverte, découvrir les autres dans leurs différences et dans leur richesse. Alors, ces photos, en fait, c'est les maîtres qui m'ont inspirée, qui ont marqué mon apprentissage de Vincent Lénart, de Livret et d'Ilt. Donc, par leur présence, leur apprentissage, leurs livres. Donc, je les remercierai jamais assez. Et la curiosité et l'apprentissage continu. Une autre photo qui correspond à récemment, c'est en 2018 où je découvre que j'ai une maladie auto-immune et on ne connaît pas les origines, on ne connaît pas, donc il ne se guérit pas. Du coup, je perds mes cheveux
et auquel je tenais beaucoup. Donc, symbole de ce que je croyais, donc beaucoup de travail, on va dire, en thérapie pour se réconcilier avec cette réalité et vivre la résilience, accepter aussi donc cette partie donc du corps qui s'exprime. Et la dernière photo, donc c'est le travail solidaire, donc pro bono coaching, donc dans lequel je crois vraiment. Je crois que notre métier est un beau métier et qu'il gagnerait à être partagé donc avec plus de personnes, avec un public vulgarisé, plutôt le démocratiser, tout en gardant ses lettres de noblesse. Et donc ça fait partie de ma mission aussi aujourd'hui. Donc, c'est transmettre, faire grandir et toujours continuer d'apprendre ensemble. Voilà, donc j'ai voulu partager avec vous une partie, on va dire, de mon cheminement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de partager, de voir ensemble que pourrait être cette compétence interculturelle et comment nous en tant que coach, ou manager, ou leader, pouvons l'utiliser au quotidien avec les collègues, avec les collaborateurs, avec les équipes et également donc, avec nos clients en tant que coach ou superviseur ou mentor de coach. Après, des pistes, vraiment des pistes pour la développer. Un partage aussi donc, d'exemples de l'Occident à l'Orient, de l'Orient à l'Occident et d'exemples et de cas que nous allons voir ensemble. Alors, pourquoi cette thématique? Le pourquoi, en fait, c'est quelque chose qui me, on va dire, un appel depuis, c'est comme les courbes de maturité de produits pour les personnes qui sont donc, dans tout ce qui est développement de produits. À chaque fois qu'on arrive à une phase de maturité, il y a encore donc, un appel au changement. Et bien avant, on va dire, cette dernière vague après le Covid et après cette forte globalisation, on va dire, imposée par la pandémie, mais bien avant, je veux dire, grâce à ce travail voilà, entre différents pays, des nouvelles technologies et entre résistance et acceptation, c'est-à-dire résistance et agilité, le développement aussi de différents, on va dire, des économies, tout ce qui est, on va dire, les alliances aussi. Donc, vraiment un niveau pestel, politique, économique, global, écologique. Il y a cette mouvance, qui appelle à, OK, est-ce que nous allons garder cette façon de faire ou sommes-nous obligés soit d'accepter, on va dire, de résister. Et je me rappelle toujours la route de l'autonomie, de la phase 1, donc de la symbiose jusqu'à l'interdépendance. Et accepter ce changement, accepter de faire différemment, pour moi, est une façon aussi de vivre cette autonomie, d'accepter ce changement. Et la pandémie était juste, pour moi, un facteur aussi accélérateur. C'est un facteur accélérateur d'intégrer cette dimension interculturelle. Je pense que nous avons là le sondage. On vous propose un sondage avec Catherine. On fait juste pour avoir une idée sur vos besoins aussi. Donc, je communique avec combien de langues ou de langages? Donc, je communique, pas seulement donc, parler. 1, 2, 3 ou plus. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Eu viens ici. 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 Descends. Oui. C'est bien. Alors, la première question, alors je communique avec combien de langues ou de langages? Donc, il y a un seul choix possible. Et ensuite, il y a une deuxième question. Donc, 50% de mes clients, mes collaborateurs, collègues, ils ont la même culture que moi, sont du même genre que moi, sont du même âge, parlent la même langue que moi. Donc, il suffit juste de cocher. Et après, Catherine... Descends.
Descends. Descends. Descends. Descends là. Descends. Descends, bébé. Nous avons 20 sur 23 qui ont répondu. Ok. Et ça donne quoi? Alors, il n'y a que moi qui vois le résultat. Je ne savais pas. Ouais, Alors, je pensais que vous le voyez. Alors, je vais vous donner le résultat, parce que si je mets fin au vote, j'espère que ça, je ne suis pas sûre que ça. Alors donc, pour la première question, je communique avec combien de langues sur 22 répondus? 4 ont répondu 1, 10, 2, 6, 3 et 2 personnes plus. Polyglotte. Et sur la deuxième question, si tu veux que je passe à la deuxième question? Oui, s'il te plaît. Alors, 50% de mes clients ont la même culture que moi à 64%, sont du même genre que moi 32%, sont du même âge que moi 9%, parlent la même langue que moi 64%. Merci, merci beaucoup. Et je partage les résultats. Voilà. Ah oui, les voilà, les voici. Donc, alors, on va garder en tête ces résultats, on va les voir par la suite, on va revenir à ces résultats par la suite. Merci beaucoup, Catherine. Oui. Alors, en fait, la compétence interculturelle, pour moi, c'est un chemin d'éveil. Parce que plus je me rends compte voilà, de ma culture et la culture des autres, plus voilà, donc, je suis consciente de la différence, en fait. Et je vais vous proposer une petite histoire, en fait. Je vais vous proposer une petite histoire. Alors, je vous prie juste bien d'écouter. Alors, en fait, c'est un confrère, donc un superviseur de coach. Il est en train de réfléchir à l'histoire suivante. En fait, le client, donc son coach originaire du Mexique, il est basé à Madrid. Il a coaché un client pendant un certain temps. Il s'appelle José, un directeur stratégique d'une société d'une multinationale dans la région du Moyen-Orient. Il travaille sur le thème du développement de l'équipe de direction. Pendant les sessions, notre coach réfléchit sur sa pratique du coaching et il est en train de remarquer que José, son client, a fait de grandes réussites avec certains membres de l'équipe. Toutefois, il a bloqué avec le directeur et particulièrement avec un des membres du personnel en raison des différences culturelles. La question, la slide d'après, s'il te plaît, qui sont nos protagonistes? Question pour tout le monde. Donc, vous pouvez répondre dans la chat box. La slide d'après. Qui sont nos protagonistes? On va vous montrer des images et vous allez deviner. Et nous répondre dans la chat, dans la boîte, dans la messagerie. Qui est qui? Qui est le coach? Qui est le client? Qui est le superviseur? Qui est José? Alors, je suis en train de voir les... Alors, on n'ose pas répondre. C'est compliqué, hein, la réponse. 4 José, la coach 3, 4 José, 1 la coach, 3 la superviseur. Je ne sais pas. Très bien. OK. Spontanément. Franchement, spontanément. Il y a vraiment pas d'enjeu. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien m'amuser. On s'amuse. 5 le superviseur. Je ne sais pas. Ouais. Voilà.
Alors, spontanément, vraiment, le but de l'exercice, c'est de répondre avec spontanéité. C'est ça Alors, en fait, la slide d'après, s'il te plaît, donc, Catherine. En Encore? fait, voilà, donc, Ouais, ça, je vais trouver. c'est là. Superviseur, donc, c'est numéro 5, coach, donc, c'est 4, le client, le manager du client et la collègue du client. Donc, pour quelle raison? En fait, l'invitation, c'est qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver de réponse? Qu'est-ce qui fait que j'ai pensé que le client, c'était le client et pas la cliente, que le superviseur est un tel et non pas un tel. Donc, ça, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous, auto-réflexion. Si vous avez envie de partager avec nous, avec grand plaisir. Vous pouvez soit, donc, effectivement, donc, explorer nos billets qui sont très, très subtils. Et là, faire le lien aussi avec la réponse à la question précédente, notamment 50% de mes clients, de mes collaborateurs, on l'appelle l'exercice des biais affinity bias, ou le biais des affinités, pour voir quel est mon cercle restreint, ou le cercle le plus proche. Les personnes avec lesquelles je passe plus de temps sont de même âge, même genre, même culture, même religion, même croyance. Donc, où est-ce que j'en suis en fait? Où est-ce que j'en suis dans ce chemin? Et qu'est-ce que je veux en faire, bien sûr? Juste, je vais partager quelques définitions, juste pour s'aligner, pour être sur, on va dire, sur la même longueur de définition. Bien sûr que vous savez tous et vous avez tous ces éléments-là, mais juste pour la suite. Et en fait, la culture, en fait, c'est ces phénomènes donc, idéologiques, matériels, qui vont nous caractériser en tant qu'individu versus le groupe ou versus la communauté. Et également, je trouve de très jolies définitions de la part de Claude Clanet, donc, qui a parlé de l'interculturel donc, par la suite, qui est la notion donc, inter et culturelle, cette notion donc, de réciprocité dans les différents échanges et la complexité dans les relations entre les cultures. Et il dit que c'est un phénomène, en fait, qui est donc fait de rencontres, parce qu'il existe plusieurs cultures. Chacun, il a sa propre culture. Chaque société, elle a sa propre culture. Chaque pays a sa culture. Même au sein de la même famille, on va trouver, en fonction des différentes expériences de vie de l'un et de l'autre, donc des cultures différentes. Et l'interculturel, c'est faire coexister ces différences et les faire interagir. Par rapport au coaching donc, à travers les cultures, donc, il y a Philippe Rosinski donc, qui a écrit là-dessus un bel ouvrage, donc Coaching Across Culture, et il est parmi les pionniers dans ce domaine-là. Alors, il le définit donc, comme une méthode de coaching créative et intégrative. Il y a vraiment la notion intégrative, et pour se remettre en question en tant que coach sur les différentes hypothèses dans les différentes situations que vit le client, que nous vivons en tant que coach avec le client, que vit le client dans son environnement, dans son contexte. Le coaching, à travers les cultures, il va booster, propulser le coach et le coaché au-delà du cadre, le framework et des limites précédentes. D'où vraiment la notion de la puissance du coaching, donc à nous faire sortir de ce référentiel établi de départ vers un nouveau référentiel. Il va permettre donc d'ouvrir et d'offrir de nouvelles options de penser, avec des possibilités de penser différemment, de communiquer, de gérer la relation au temps, de gérer le temps aussi donc, et de s'engager différemment. Et d'ailleurs, dans le référentiel du coaching, que ce soit donc avec la SF Coach, d'ailleurs, donc, il n'y a pas que le référentiel, il y a aussi également le code d'éthique.
que ce soit au niveau de la SF Coach, que ce soit au niveau de l'association du coaching, que ce soit ICL, que ce soit le MCC, que ce soit l'ACTO, l'association des, euh, des associations, je pense, des training organizations, des écoles de formation. Elles intègrent toutes dans leur référentiel, dans leur code d'éthique, ces éléments reliés à la culture, à l'interculturel, dans la dimension identitaire. En tous les cas, c'est ma compréhension, c'est mon interprétation des référentiels et des codes d'éthique. Notamment, alors, quand on a donc, en fait, nous avons combien de membres de la SF Coach parmi nous? Oups. La question qui tue. Un certain nombre, je n'ai pas compté, mais... Ok. Juste par rapport à la slide où on va afficher les référentiels, donc s'ils sont à l'aise, ils sont travail avec justement avec. J'ai pas voulu mettre d'autres, comme ça Catherine ne me. Elle dit je vais garder celui de la SF Coach de toutes les façons. Il y a tous les éléments qui nous interpellent. À mon avis, moi, en tous les cas, je retrouve la dimension donc culturelle, parce que quand on parle de culture, on parle effectivement, comme on l'a vu, d'expérience, de valeurs, de normes et d'identité, et des aspects de communication. Et pour moi, ce sont des points que nous allons retrouver dans travail la demande. La demande, je vais la clarifier. Donc, quand je vais comprendre la demande de mon client, quand je vais la clarifier avec lui, quand je vais le questionner d'une manière ouverte et objective, je vais intégrer, respecter sa propre, donc l'identité de mon client. Savoir et référence, les savoirs et les références. Aussi, donc, nous avons la dimension culturelle, donc tout ce qui est connaissance, tout ce qui est référentiel. Expérience également, utilise les modalités de communication. Concrètement, je vais intégrer la dimension culturelle quand je vais m'exprimer, même si je m'exprime avec la même langue, par exemple le français ou l'arabe ou l'anglais, il y a des mots, par exemple, qu'on ne va pas dire parce que dans cette culture, ça sera mal interprété. De région à région, ça sera mal compris. Par exemple, en tous les cas, ça, je le fais beaucoup avec des confrères et des consoeurs donc en anglais. Comme chacun va prononcer le mot à sa manière, on se met d'accord sur écrire le mot en même temps qu'on est en train d'échanger pour éviter les incompréhensions. On contractualise. On se met d'accord, on contractualise cette norme de pratique dès le départ et du coup, à chaque fois que la personne ne comprend pas, donc elle va enrichir par un écrit. Élabore une offre professionnelle de service. Alors, structurer la relation et structurer la relation avec l'autre intègre la dimension culturelle. Et à mon avis, bien au-delà, c'est-à-dire que la dimension culturelle, c'est ce qui va faire que je vais ressentir et retrouver une affinité pour aller vers ce coach déjà. Cette dimension, donc, soit il va m'inspirer ou elle va m'inspirer à travers ce qu'elle est en train de dégager, d'exprimer, ou bien ou pas. Accompagne le coaché dans son changement. Alors le changement, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a cette dimension. Parce que, surtout pour des personnes qui travaillent donc, à l'échelle internationale, donc accompagner un client ou même manager, donc pour les personnes donc, qui ne sont pas coachs et qui sont des managers, et que le collaborateur ou le client donc, d'un certain âge. On parle de l'intergénérationnel aujourd'hui. Donc, génération Y n'est pas comme la génération Z. Il y a une dimension culturelle qui est présente. Je coach ou j'encadre un collaborateur qui est, par exemple, en France, mais d'origine, pas d'origine différente. Donc, il est en train d'échanger avec une langue qui n'est pas la langue maternelle. Donc, il y a plusieurs dimensions à intégrer dans l'accompagnement et dans le management.
Il y a également la notion, alors dans le management interculturel, il y a de très jolis travaux très intéressants de Gofsted et de Philippe Deribarne qui ont été réalisés dans ce sens-là et qui vont classer les paramètres par rapport à la notion de management interculturel. Et dans le coaching interculturel, nous sommes encore, il y a pas mal de pistes de recherche à creuser. Alors, par rapport à la compétence interculturelle, comment nous allons pouvoir, c'est quoi? On parle de quoi effectivement et comment nous pouvons l'utiliser en fait. Le slide d'après, s'il te plaît. Donc en fait, cette compétence interculturelle, c'est développer des connaissances, connaissances, compétences et attitudes ciblées pour être capable d'avoir une communication visible et un comportement surtout pour échanger et interagir avec les autres. Alors, il y a trois dimensions. Il y a la connaissance, il y a le savoir-faire ou la compétence et l'attitude. La connaissance, alors toujours, il y a ce triptyque à travailler. On va garder toujours ce triptyque. Si j'ai envie de développer ma compétence interculturelle, je vais toujours travailler sur ces trois points. Le premier qui est la connaissance. Alors, connaissance de quoi? C'est d'abord connaître ma culture, connaître d'où la connexion avec ses propres billets. Donc, ma culture, en tant que coach, en tous les cas, on fait un travail très intéressant sur la connaissance de soi, l'identité, la vision du monde. Mais toutefois, il gagnerait à être vraiment évolutif, car la connaissance acquise pendant la formation, elle va évoluer pendant la pratique. Et cette évolution, donc je gagnerais vraiment à être toujours connectée pour voir où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis avec mes valeurs, mes antivaleurs, comment l'environnement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, donc entre pandémie, guerre, réalité économique, jusqu'à quel degré suis-je impactée et comment cela impacte ma façon de voir, de comprendre le monde. Mes croyances, quelles sont mes croyances aujourd'hui et où est-ce que j'en suis. Et c'est intéressant, voilà, l'exercice du cercle, on va dire, intime, et cercle élargi, c'est un bel exercice pour détecter la nature de mes biais et quelle est moi je l'appelle la gymnastique interculturelle que je pourrais faire, que je pourrais accepter de faire. Alors, continuer alors pour développer en fait les compétences. Donc, le premier axe, c'est cette connaissance qui est en continu. Le deuxième axe, c'est le savoir-faire ou la compétence. Donc, être capable d'écouter, d'observer et d'évaluer. Alors, écouter, c'est vraiment l'écoute active, l'écoute du coach, l'écoute active du coach. Écouter écouter les mots, écouter entre les mots, ressentir les mots, le verbal, le non-verbal, mais au-delà, donc faire une auto-observation, analyser, interpréter aussi, donc, et essayer de déblayer, d'être seul avec l'aide d'un père, en intervision, en supervision, en travail donc individuel ou collectif. Et garder toujours une pensée, développer sa pensée critique. Ça, c'est par rapport au savoir-faire. Troisième axe, c'est l'attitude, donc les attitudes. En fait, garder cette curiosité pour découvrir l'autre, découvrir d'autres cultures. Ça veut dire quoi la diversité? Que veut dire la diversité pour moi? Ouverture d'esprit. Je suis choquée par quoi? Curiosité. Curiosité, c'est par exemple, qu'est-ce que j'apprends chaque année? Comment j'apprends chaque année?
Surtout, comment je vais apprendre chaque année? Est-ce que je suis toujours amazed? Est-ce que j'arrive toujours à être épatée par une nouveauté? Est-ce que j'arrive à être surprise? Quelle est ma relation aussi à la découverte? Est-ce que je vais vers la découverte ou pas? Et il y a deux exercices, mais deux modèles qui sont, à mon avis, très intéressants et restent très pratiques pour développer les aspects interculturels de soi et de sa pratique, qui sont notamment le profil de la personne efficace. Donc, sur le plan interculturel. En fait, c'est une étude qui a été faite au Canada dans les années 2000 par un groupe de chercheurs pour le Canadian Foreign Service Institute. Et c'est le Centre pour l'apprentissage interculturel. Il avait mandaté cette recherche. Ils ont développé ce profil et qui est très utilisé aujourd'hui pour voir où est-ce que j'en suis à titre individuel. Donc là, je vous propose on va dire deux outils. Un qui est individuel et un autre qui est en groupe pour les équipes. Le premier, alors, pour le profil de la personne efficace sur le plan interculturel, donc trois niveaux de questionnement. La capacité à communiquer avec les gens de manière à gagner du respect et de la confiance. Encourager un lieu, donc est-ce que j'arrive à encourager un lieu de travail coopératif et productif? Et troisièmement, donc ma capacité à adapter mes compétences professionnelles, que ce soit technique ou managériale, donc hard et soft skills, par rapport aux conditions et contraintes locales. Donc, si j'ai envie de développer ce profil-là, je vais avoir une sorte de grille où je vais mettre ces 3 points et voir mon évolution, où est-ce que j'en suis, vers quoi j'ai envie d'aller. Le deuxième outil, qui est celui développé par Philippe Rosenski, et alors, son ouvrage, il explique très bien. Il propose d'ailleurs une formation donc, pour apprendre l'assessment de l'ACOF, cadre d'orientation culturelle. Donc, l'exercice, c'est d'inviter, on va dire, voilà, avoir une checklist par rapport, donc, le manager ou l'individu, le collaborateur et les équipes, les questionner par rapport au sens du pouvoir et de la responsabilité. Quelles sont les différentes approches de gestion du temps? Comment ils identifient la finalité, la mission de l'entité, la mission de l'entreprise, la personne par rapport à cette mission? Quelles sont les dispositions organisationnelles en termes de process, en termes de prise de décision? Dans cette partie, par exemple, on va voir que les aspects de Gokstad sont intégrés, notamment par rapport à l'universalité, la stabilité au changement, le style de collaboration. La notion de territoire et frontières, tout ce qui est local et global aujourd'hui avec l'internationalisation. Quels sont les différents modes de communication et les différents modes de pensée. Et bien sûr, il y a une autre, alors autre, c'est pour vraiment toutes les nouveautés, pour la partie innovation, intégrer les particularités. Alors, ce que je vous propose avec Catherine, c'est de se mettre en sous-groupe et de parler de ces deux outils, de ces deux modèles. Comment je pourrais justement, donc, comment je les trouve, comment je pourrais les utiliser dans mon travail de manager et de coach. Nous sommes à combien? Désolée, on n'a pas terminé. Alors, est-ce que tout le monde est de retour? Alors, il nous reste combien de temps, s'il te plaît, Catherine? Oh, il te reste, si on veut terminer entre 7h30, il est 7h moins 10, donc le temps que tu veux. Voilà. Okay. Non, juste pour voir, est-ce qu'on peut on peut donner la parole à quelqu'un s'il a envie de partager quelque chose par rapport à la réflexion de groupe. Si on peut donner la parole à une ou deux personnes. Je vais arrêter le partage alors pendant un petit temps. Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien m'exprimer pour mon groupe. Je sais, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, d'accord. Donc, j'étais avec deux autres coachs et en fait, le thème est tellement complexe et énorme que on n'a pas eu le temps, évidemment, de tout aborder, mais on a déjà noté des différences significatives. Par exemple,
entre les pays nordiques qui sont beaucoup plus axés sur le collectif que nous, par exemple, beaucoup plus collaboratifs, même si on y vient peu à peu, mais là, il y a toute une différence culturelle qui rentre en ligne de compte. Après, on parlait de, par exemple, le terme harmonie était noté, c'est le deuxième tableau, c'est le tableau rose, parce que c'est le seul que j'ai eu le temps de prendre en capture d'écran. Donc, par exemple, on disait que pour l'harmonie, OK, on a pris l'exemple du Japon où il est très compliqué de confronter parce que c'est l'harmonie qui doit régner et que quelquefois la confrontation est le maître mot. On a parlé aussi de la relation au temps qui est très différente selon les pays. Avec, pour une personne, par exemple, ayant un siège social et des fonctions support en France, et une responsabilité en couvrant plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, où la notion de temporalité et de temps est absolument différente. Donc, il faut faire le grand écart en permanence pour trouver des compromis et essayer de fonctionner correctement. On a pris un autre exemple, par exemple, d'un cadre de haut niveau dans la banque qui était basé à Singapour où il fonctionnait avec des personnes habituées à un style extrêmement directif. Il a été muté à Paris avec une équipe qui n'a absolument pas supporté le style directif alors que tout fonctionnait super bien à Singapour, bon, etc., etc. On est resté un peu dans le constat, voilà. Merci Frédéric. D'autres partages? Fabrice. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça s'est allumé, mais du coup, ouais, j'ai juste envie de partager une anecdote que j'allais partager avec mon sous-groupe. Il y a quelques années, j'intervenais au Burundi et voilà, sur une formation, sur des formations, bref. Donc, la première journée se passe très bien. Les gens m'appelaient Fabrice, tout ça. Bon. Et le deuxième jour, ça se passe aussi bien, mais quand je rentre dans la salle, ils me disent tous bonjour, monsieur Fabrice. Mais tous, un par un, bonjour, monsieur Fabrice. Donc, je vais voir le DG à la pause. Je lui dis écoute, je voudrais que tu m'expliques ce matin quand ils m'ont accueilli. Ils m'ont tous dit bonjour, monsieur Fabrice. Ça me surprend parce qu'ils ne m'avaient pas appelé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit c'est signe qu'ils t'ont reconnu comme maître et qu'ils te respectent. Donc, pour eux, tu fais partie des maîtres avec ce que tu leur as enseigné. Donc, ils te respectent et ils vont t'appeler Monsieur Fabrice. Voilà, j'étais un peu surpris, mais c'est intéressant par rapport à la relation au savoir, la distance hiérarchique et la reconnaissance aussi, enfin, une forme de mes... ouais, et finalement, j'ai accepté cette reconnaissance-là parce que c'était le signe d'un bon fonctionnement et d'un transfert positif. Mais c'est surprenant quand on n'est pas habitué. Il faut demander le décodage, quoi. Il y a Olivier Blantailleur qui a levé la main. Ton micro est pas branché, Olivier, fais attention. Oui, merci. En fait, c'est juste pour remercier dans le groupe, il y a Marie qui nous a fait part d'une expérience africaine et on a traité juste le premier slide. On n'a pas eu le temps de faire le deuxième, mais sur ce premier slide, les deux premiers points étaient presque conformes à toute relation et le troisième était un peu différenciant. Et cette expérience-là montrait cette l'attitude d'une posture de vraiment non sachant, en disant je ne sais rien et je vais m'adapter, je vais prendre et essayer de comprendre. Et cette attitude-là avait été a priori très bénéfique et très d'ouverture. Donc une attitude tout terrain. En l'occurrence, c'était vraiment une attitude tout terrain et beaucoup de bienveillance qui est revenue en boomerang. Et puis, puisque j'ai la parole, Jeanne. Si je ne l'ai pas encore lu ce livre, mais c'était, semble-t-il, le sujet avec les différents rapports, The Culture Map d'Erin Meyer.
si vous avez un avis là-dessus. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Non. Ok, bon, apparemment très bon sur justement ces différences de relations entre quand un Japonais parle à un Suédois et inversement, Merci. etc. Ok, merci. Je prends note. Merci beaucoup. Laurence a levé la main aussi. Oui, on échangeait dans notre groupe sur le modèle de Rosinski essentiellement, qui est basé sur la recherche d'Hofstede et qui a travaillé sur en quoi cet outil de repérage des différences culturelles peut nous aider dans le coaching. Et ça va au-delà juste des différences du coaching interculturel, puisque ça nous dit que nous avons plein de dimensions sans être dans un type, c'est-à-dire sans essayer d'accéder à une culture, de la comprendre. Il faudrait revivre une vie pour peut-être accéder à une autre culture. Et encore, comme tu disais Yann très bien tout à l'heure, il y a des tas de cultures françaises déjà. Et puis on est tous des mélanges déjà chacun. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette approche de Rosinski, c'est qu'il nous dit regardons les dimensions déjà chez nous-mêmes. Repérons quel est notre rapport au temps, quel est notre rapport à l'espace, quel est notre rapport à la enfin tous ces éléments qu'il nous cite. Et puis regardons quel est en face, chez la personne que nous accompagnons, ses rapports à lui, à elle, pour peut-être déjà en coaching les rendre plus explicites, faire travailler sur la conscience de soi, donc également l'intelligence émotionnelle, et ensuite simplement, plutôt que d'essayer d'accéder à la culture de l'autre, d'essayer de construire des ponts, des bridges, des interfaces pour mieux communiquer en interculturel. Et en fait, le coaching tel qu'il l'explique, c'est simplement enrichir, enfin, travailler sur la capacité à être dans l'interculturel. En disant, ça va suffire à ce que la personne fonctionne mieux dans son univers, quel que soit son objectif. Après, bien sûr, on va le relier à l'objectif de coaching, mais c'est un travail d'éclairage successif de ces différentes dimensions. Et j'aime beaucoup cette approche de Rosinski. Merci de l'avoir représenté ce soir. Ça m'a donné envie de relire. C'est un bouquin qui a 15 ans peut-être maintenant. Hein. Oui, il a réédité. Oui, il a réédité avec l'outil de l'assessment. Ouais. Merci beaucoup Florence. Et d'ailleurs, ce que tu avais partagé par rapport à l'oignon. C'est simplement, tu sais, comme on dit. C'est toi, Catherine, ou c'est une autre? Oui, voilà, un truc comme ça. Tu vois, je sais pas ce que tu penses. C'est pour ça que je n'ai pas changé. Que ça soit pas nous, parce que comme on dit, oui, tu dis pour le rating et tout ça, etc. Ils ont décliné sur ces fondements-là, quoi. Ouais. Super. C'est bien pour Arthur. C'est bien, ça veut dire qu'il voilà, pouvoir aider. J'ai remis la quelqu'un qui parle. Les conversations personnelles peuvent éteindre leur micro. Oui, il y a quelqu'un qui entend quelqu'un parler. Carole a levé la main. Oui, je me disais en vous écoutant que ça serait, enfin, je voyais un outil de diagnostic de façon assez évidente apparaître là avec cet outil-là. Et je me disais qu'en coaching d'équipe, ça pourrait être chouette de pouvoir amener selon ce qu'il y a besoin et selon les objectifs du coaching d'équipe, en fait, d'amener l'équipe à faire son autodiag dans la mesure où il y a des éléments qui amènent voilà, dans une équipe. Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des équipes avec des différents types de nationalités. Je trouverais ça chouette de pouvoir amener ça et d'amener l'équipe à elle-même finalement apprécier entre faible à élevé et de s'auto-positionner à la fois peut-être d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif où l'équipe estime qu'elle en est dans sa relation au contrôle, dans sa relation à l'harmonie, ou prendre quelques critères comme ça pour être dans une évaluation collective au départ et puis à l'arrivée. Enfin, voilà, c'était ce qui me venait. Merci, Carole. Donc, effectivement, c'est un outil de d'assessment utilisé pour les équipes avec l'évolution, surtout l'évolution de l'équipe. Et ça se rejoint avec les stades d'évolution des équipes, je pense, tels que explicités par Vincent Lénart et Alain Cardon. Donc, cet outil-là, moi, je le trouve plus, on va dire, il intègre plusieurs variables et va suivre cette évolution de l'équipe avec cette dimension
de culture, effectivement. Merci, merci pour vos partages et vos retours. Et du coup, nous allons enchaîner donc, avec la notion de billet. Donc, et on a échangé dans le sous-groupe avec donc c'est Florence donc, qui l'avait noté par rapport à la notion de l'oignon. Donc, effectivement, la notion de culture, on va l'illustrer par la slide suivante. Et moi, l'exercice que je recommande, c'est de faire moi, soi d'abord, après l'autre et les autres. Donc, ma culture, où est-ce que j'en suis à ce moment-là, avec une évolution dans le temps, avec une ligne horizontale qui est la ligne d'évolution dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 29 mars 2022. Donc, si c'est possible juste de désactiver le micro de, je pense, de iPhone Catherine. Si vous pouvez le désactiver, Catherine. Oui, oui, je le fais, oui. Voilà. Donc, quelles sont mes... Alors, la partie donc, apparente et la partie donc, interne. La partie, et c'est là où, si on peut aussi faire, donc, pour les personnes qui connaissent le modèle du zoning aussi, donc on a la zone 1 qui est celle du coach, la zone 2, l'alliance, et la zone 3, le client, le coaché. Après, on a l'environnement et la problématique ou la thématique. Moi, je prendrais le coach. Le coach, d'abord un travail sur soi. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont ce que j'aime? Mes expériences? Qu'est-ce que je fais comme loisir? Non, toujours la slide d'avant. La slide d'avant, s'il te plaît, Catherine. Voilà, celle-là. Cette image-là, je peux la prendre comme une sorte de carte personnelle et de voir où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ce que je fais. Je vais faire mon auto-bilan. Et quand je vais recevoir aussi mon client, il en est où? Et comment je suis en train d'évoluer? Est-ce que j'ai envie d'évoluer ou pas? La notion de biais, moi, je la lie beaucoup à la notion de limite. Quelles sont mes limites aujourd'hui? Et du coup, quel est mon framework? Quel est mon cadre? Je me limite dans quel cadre? Et où est-ce que j'ai envie aussi d'avancer? Mon système de valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Quelles sont les traditions auxquelles je tiens? Mes croyances? Quel sens je donne à ma vie? La notion de sens. Et donc, qu'est-ce que je trouve comme morale, éthique? Des choses ont tellement évolué ces 20 dernières années que des choses qu'on ne pouvait pas oser, qu'on n'osait pas. Donc, il y a une vingtaine d'années, sont devenues très normales aujourd'hui. Donc, c'est important aussi. Et comment je vis cette relation à cette nouvelle réalité? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une sorte de carte personnelle à avoir. Versus l'autre, bien sûr. Parce que le coaching est une relation, est un métier d'aide, un métier de relation d'aide. Il y a toujours une relation. Et pour moi, il y a toujours, donc ce n'est jamais objectif. C'est toujours subjectif. Avec tout le travail que nous pouvons faire de supervision, de thérapie, il y a toujours une dimension de transfert et contre-transfert, subtile que soit-elle. Du coup, le travail vraiment est de se rendre compte. C'est ça la connaissance de soi en continu, de se rendre compte de ce qui m'appartient versus ce qui appartient à l'autre. Et quelles sont les limites de mon objectivité et comment je pourrais en fait travailler cette objectivité pour être dans une neutralité bienveillante pour mon client, pour mes collaborateurs et pour l'autre. Merci. J'ai fini avec cette slide. Alors, comment se connecter avec les biais en tant que coach et manager, à votre avis? Comment on va se connecter à ses propres biais? Donc déjà, à ce stade-là, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez détecté là, à ce stade-là? Donc, comme préjugés, comme croyances, qu'est-ce que vous avez détecté? Si vous avez envie de partager, donc ça sera enrichissant pour tout le monde. Excuse-moi, je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Alors, jusqu'à ce stade-là, est-ce que j'ai détecté un biais ou pas? Est-ce que je me rends compte que j'ai un préjugé quelconque ou pas?
Est-ce que j'ai déjà fait un travail avec un superviseur, un thérapeute ou pas? Qu'est-ce que je fais pour me connecter à cette notion de préjugé ou de biais? S'il n'y a pas de réponse, je vais vous inviter à faire un petit exercice, si vous voulez bien. Alors, une question. Alors, je vais vous présenter des photos. Et à chaque photo, donc des images. À chaque image, donc il y a des questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je comprends? Voilà. Je pense à quoi? Je ressens quoi? Je partage quoi quand je vois cette image? Tu veux qu'on réponde dans le chat ou tu veux qu'on réponde comment? Oui, dans le chat, s'il vous plaît. Je pense à quoi? Je ressens quoi? Je partage quoi? Première photo. J'ai 3. Donc, voici la première, s'il vous plaît. Si je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de sentiment, je ne mets rien. Pas grave, je mets RAS et c'est bon. Comme ça, je vous fais passer l'autre photo. Maintenant, Jeanne, c'est par rapport à cette image ou par rapport à celle où il y avait tout le monde en couleur? Par rapport à cette image, mais c'est bon, c'est pas grave s'il y a eu même réaction par rapport à l'autre image, c'est pas grave. Par rapport à celle-ci. Donc, non, mais par rapport à celle-là aussi, donc. Ouais. Ok. Il y a trois photos. La première, c'est celle-ci, mais c'est bon, j'ai réflexion, liberté, une femme dirigeante. Alors, il y a une deuxième photo, ou une troisième selon le compte. Donc voilà. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je partage? Et une dernière image. Voilà. Une dernière image. Merci. Merci. Merci beaucoup. On peut arrêter le partage, s'il te plaît, Catherine. Vous pouvez revenir sur ça. Merci beaucoup pour vos partages. Alors, l'idée à travers nos questions vraiment spontanées, donc réponse spontanée par rapport à 3 images, le résultat est différent puisque j'avais projeté les mêmes photos à un groupe de coachs en Amérique latine. Les réponses étaient très différentes. Elle est très différente. Donc, je pense que là, en s'approchant de l'Europe, qui est plus proche du Moyen-Orient, donc ça donne des réponses différentes. Et c'est apprenant aussi. Donc, c'est apprenant. En tous les cas, la première, effectivement, donc c'est une photo où il y avait la foule. Donc, c'est une photo pour moi qui exprime la diversité, la chaleur, les couleurs. Et la deuxième, donc, c'est une femme effectivement dirigeante. Elle est CIO, donc qui dirige une boîte. Et qui était en pleine réflexion, effectivement.
à préparer son dossier. L'autre image, ce sont deux amis qui sont en train de dire bonjour, parce qu'au Moyen-Orient, on se dit bonjour en se touchant par le nez. Et les hommes, dire les hommes. Mais en général, il y a très peu on ne se touche pas beaucoup en fait. Oui, merci Carole et au revoir. La dernière, c'est je t'aime en japonais. Donc, c'est je t'aime en japonais. Donc, voilà. Et donc, ça c'est une piste pour se dire, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à ma compréhension de moi et des autres. Et je vous ai préparé des questions en guise de cadeau, voilà, pour continuer la réflexion. Vous pouvez les prendre avec vous, donc pas forcément les partager avec nous, mais qu'est-ce que je pense en tant que coach lorsque je pose des questions. Donc, moi, une pratique que je fais donc, après les séances de coaching, c'est que je me pose et je me fais une auto-observation. Je me dis, quand j'ai posé les questions ou quand j'enregistre mes séances pour les besoins de certification, donc voilà, je pensais à quoi quand je posais la question comme ça. Après, voilà. Comment je peux questionner ou répondre différemment, donner un feedback différent, donner une requête différemment à mon client ou à l'autre. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je peux tolérer avec ce client? Et ça me rappelle l'anecdote, je pense que je l'avais déjà partagée avec, je pense, Catherine. Oui, c'est des circonstances. Donc, je me dis, oui, il y a eu un comportement voilà, d'une cliente. Et là, je me dis, ah, c'est bien. Hein. Je suis restée. Donc, j'ai eu un moment de surprise. Ça m'a pris, je pense, 30 secondes. Et là, j'ai rationalisé. Je me dis, tu es dans tes billets culturels, c'est bon. Parce que la cliente, c'est une dame, c'est une femme. Et je suis une femme, elle n'a pas voulu activer sa caméra. Elle m'a dit, non, je n'active pas. Ce n'est pas ma culture. Donc, on va le faire par audio. Et ça m'avait choquée. Donc, j'allais mettre fin à la séance. Après, je me dis, non, elle a toujours fonctionné comme ça, Jeanne. C'est toi qui es différente. Donc, accepte cette différence. Et ça m'a pris, voilà, j'étais vraiment en colère pendant les 30 secondes. Et après, je me dis, mais cette colère, c'est quoi? Parce qu'au fond, je me sentais non respectée. Mais c'est par rapport à mon système de valeurs à moi. Parce que moi, je m'affichais et j'attendais à ce que... Parce que pour moi, se respecter, c'est qu'on s'affiche aussi, qu'on affiche sa caméra. Et du coup, après, je lui dis, je vais partager avec vous mon ressenti maintenant. C'est voilà, parce que dans ma culture, c'est comme ça. Elle m'a dit, mais aussi dans ma culture, c'est comme ça. Et je ne peux pas... voilà. Je dis, OK, ben on va finir la session. Et on a fait cette séance. C'était Discovery Session, une séance de découverte et tout. Donc, et ça m'avait vraiment appris. Ouais, appris sur moi, voilà, donc et toucher une émotion pareille. Donc, qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je ne peux pas tolérer, qu'est-ce que le client, voilà, il aurait pu savoir et comment il est mon langage. Vraiment, c'est comment il est mon langage. Demandez des feedbacks par rapport à cela. Demandez des feedbacks à votre client. Demandez des feedbacks à votre superviseur, à des confrères, à des consoeurs aussi. C'est très utile pour notre apprentissage continu. Voilà mes questions voilà, pour continuer la réflexion. Et nous entamons notre plan d'action, je pense, pour finir. Oui, alors, en faisant les recherches, donc là, c'est un article qui vient de paraître, c'est le 21 mars, j'ai trouvé très joli. Je vous ai mis le lien pour lire l'article, donc il est apparu alors, il est sur le biais tribal. Alors, c'est un psychologue, donc Laurent Beck, qui l'a écrit, et le magazine, c'est Cerveau et Psycho, donc du 21 mars. Je trouvais très joli l'illustration. Et voilà comment, voilà, le biais tribal par rapport à... Il a écrit d'ailleurs sur la France. Et je me dis, allez, comme je le fais, je fais le webinaire pour SF Coach française, etc. Donc, c'est intéressant de revenir sur ce qu'il vient d'écrire. En fait, nous sommes aussi faits de ce que nous écoutons, nous entendons dans les médias. Et que nous voulions ou pas, nous sommes impactés.
C'est comme ça. Il parle beaucoup de l'influence de notre cerveau, des neurosciences, etc. Je trouvais très intéressant. Ensuite, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Je pense que nous le savons tous. Nous l'avons vu dans la PNL, tel que nous sommes conditionnés à le voir. Et le terme qui m'interpelle, c'est vraiment conditionner. Et se conditionner, même si nous pensons faire du travail sur soi, ce n'est jamais assez parce que nous sommes influencés par des éléments extérieurs, justement, tout le temps. Que ce soit l'environnement externe, que ce soit la relation avec les clients, les histoires de nos clients aussi nous influencent. Et c'est pour ça, en tous les cas, personnellement, je trouve qu'il est important en tant que coach de continuer l'apprentissage, de continuer à apprendre à désapprendre, de continuer à se remettre en question en continu. C'est ce qui nous permettra, on va dire, de ne pas rester donc sur nos zones de confort. À chaque fois que vous êtes dans une zone de confort, challengez-vous pour en sortir. Est-ce que je peux intervenir, Jeanne, là? Parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans ce que tu dis. Là, cette phrase. Parce que moi, je suis française au Maroc. Donc, j'ai vécu le choc culturel. Et dans un même temps, ma vie au Maroc, ça fait 23 ans maintenant. Donc, voilà, ça commence à faire. Et la vie au Maroc m'a montré des choses différemment. Donc, vraiment, j'ai appris à voir les choses différemment et à me reconditionner différemment. Et du coup, aujourd'hui, quand je rentre en France pour des vacances ou petits séjours, courts séjours, eh bien, je suis conditionnée différemment. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est assez intéressant parce que je ne vois plus la France comme je la voyais. Et d'ailleurs, je ne suis pas perçue par les Français comme appartenant. Et je pense que je ne sais pas s'il y a des expatriés dans le groupe, mais c'est aussi quand on retourne en France, qui est notre pays, qui représente notre identité culturelle, etc., on n'a pas un... Alors moi, j'adore mon pays, hein, je suis très chauvine, mais je n'ai pas un sentiment de... Je n'ai pas l'impression d'appartenir à un groupe, tu vois? Et parce que j'ai un pied aussi dans un autre groupe, qui est le Maroc. Et par là même, je ne me sens pas une identité marocaine, tu vois? Pas du tout. J'en ai compris plein de codes, plein de différences. Avant le coaching, j'ai travaillé à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, donc j'accueillais plein d'investisseurs qui voulaient et qui disaient tout simplement « Oh, ben, le Maroc, non, on parle la même langue, c'est facile. » Non, pas que. Donc, tu vois, je me retrouve beaucoup dans cette phrase et conditionnée à la base par notre éducation, notre histoire, mais aussi certainement conditionnée par les voyages qu'on peut faire, les expatriations qu'on peut faire, dans le retour au pays où, tu vois, quand même il y a des expats qui retournent après une expatriation, c'est intéressant aussi de prendre conscience que peut-être que le choc culturel, c'est le cas d'une amie par exemple aujourd'hui, le choc culturel peut avoir lieu dans l'autre sens aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je te remercie Nathalie pour ton partage. Si tu permets, en tous les cas, peut-être mon avis personnel, mais je pense que lorsque, par exemple, ton cas, ou peut-être le mien, ou d'autres personnes qui vont passer des périodes ailleurs et qui vont s'adapter à d'autres cultures, ils vont devenir ces cultures, un petit bout de ces cultures, ils sont l'ensemble de ces bouts de culture. Exactement. C'est ça ce qu'on appelle le citoyen du monde. C'est que tu vas te sentir à l'aise en France, tu vas te sentir à l'aise au Maroc, tu vas te sentir peut-être à l'aise ailleurs si tu as l'occasion, parce que tu as développé cette élasticité, moi j'appelle l'élasticité comme dans les statistiques ou dans les maths, interculturelle. Et ça nourrit quelque chose dans la personnalité, notamment la curiosité dont j'ai parlé au début, et qu'à un certain moment, on va aller chercher des nouveautés parce qu'on va aller chercher cette découverte. Mais c'est aussi que dans ton approche et dans ton regard sur la différence, il n'y a pas de jugement. Il y a de l'accueil, en fait. Aussi. Oui. Sur la différence.
Oui, merci beaucoup pour le partage, Nathalie. Merci beaucoup. Et du coup, plan d'action alors pour chacune et chacun. Donc, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de mettre en exergue? Qu'est-ce que j'ai envie de conscientiser? Qu'est-ce que je suis conscient de quoi? Et quel plan d'action je décide de mettre en place pour élargir justement cette perspective interculturelle. J'ai pensé à ce que dit Bouddha. Alors, tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Alors, souffrance, moi, je vais peut-être dire, c'est la résistance, c'est la difficulté à s'adapter à une culture, c'est la difficulté à comprendre un client ou un collaborateur, c'est le fait d'être choqué par un comportement un tel ou un tel. Mais la profondeur de sa citation, c'est par rapport à leur bonheur, je dirais, cette alliance avec le client, c'est avoir donc être aligné avec soi-même avant d'être aligné avec le client, avec les autres, et pour être il y a tout un chapitre à faire sur tout ce qui est management sustainable, donc équitable, durable, et qui prend en considération les différences pour déployer justement les potentiels. En tous les cas, ça me parle beaucoup, cette citation, cette sagesse bouddhiste. Et du coup, prendre avec soi des pistes pour le voyage, moi j'appelle le travail sur soi, donc par rapport à cette notion d'acceptation interculturelle, c'est un voyage. C'est donc se questionner par rapport à la norme de la société dans laquelle nous vivons, à laquelle nous nous intéressons. Donc, que ça soit local ou global aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe. C'est avoir cette dimension un peu philosophe et d'observateur, de se mettre dans cette posture méta que nous développons en tant que coach pour dire, OK, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, quelles sont les normes de la société ou les valeurs de la société d'aujourd'hui et où est-ce que j'en suis par rapport à ce système. Diversifier sa vie, élargir le cercle des personnes avec lesquelles je passe du temps, mes amis, mes collègues, peut-être mes clients, aller à la recherche peut-être de nouveaux clients, de nouvelles cultures, pour sortir justement, se challenger, sortir de cette zone de confort, apprendre activement à désapprendre. Moi, j'avais fait un master en sciences de gestion, donc c'était un master de sorte de DESA à l'époque, c'était en 2005. Et j'ai décidé en 2020 de me réinscrire dans un master ressources humaines et gouvernance parce que je voulais vraiment désapprendre et réapprendre à nouveau. Et c'est très enrichissant. Et c'est grâce à ce master que j'ai connu Köpstad, Lille-Barn et tous ces aspects de management interculturel. J'en suis reconnaissante. Une autre citation de Rumi, je suis une fervente de Rumi, et il dit: ce que vous cherchez vous cherche. Je trouve que c'est très puissant. Ce que vous cherchez vous cherche. Et je vous invite vraiment, donc là c'est vraiment la dernière réflexion, si vous voulez bien, donc de fermer les yeux et de vous concentrer, donc que l'on se concentre, voilà, qu'est-ce que je cherche? Je suis à la recherche de quoi? Donc je vais prendre, si vous voulez bien, donc on va méditer 1 minute de méditation avant d'ouvrir le débat. Donc en fonction de ce que j'ai vu aujourd'hui, des échanges que nous avons eus ensemble, je suis à la recherche de quoi ce 29 mars 2022? Parce que je vais finir par l'attirer en fait. Voilà ce que vous cherchez, vous cherchez. Je prends un inspire très profond. Je me connecte à moi, je me connecte à cette présence de coach ou de manager ou de leader dont nous parlons dans nos pratiques. Et je me donne 1 minute de silence.
J'inspire, j'expire pour une dernière fois et j'ouvre les yeux. Je partage dans la chat box si j'ai envie de partager une idée, une émotion, ce que je cherche avant d'atterrir. Je pense que la dernière slide, c'est des ouvrages, donc des lectures que je partage avec vous. Voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr. Alors, Jaunet, donc c'est un des grands maîtres, donc il n'est pas aussi connu que Rumi, mais il a beaucoup écrit sur l'alignement, l'harmonie et la transcendance. Voilà. Et si vous avez envie de me contacter, je vous laisse mon adresse email, sinon sur LinkedIn ou les réseaux sociaux. Voilà. Un grand merci, Jeanne. On est dans la paix. Est-ce que tu as encore quelques minutes, parce que j'ai conscience qu'il est 22h30 chez toi. Et encore une fois, un grand merci. Non, c'est 21h, on n'a que 2 heures. Là. C'est juste 21h30, on a encore 1 heure, c'est génial. Est-ce que je vais arrêter de partager? Je vous enverrai le PowerPoint. De toute façon, la conférence a été enregistrée. Je vous enverrai un PowerPoint. Alors, je n'ai pas la liste de tous les participants, mais je le mettrai sur le site de la SF Coach avec un lien si Jeanne m'en donne l'autorisation pour que vous y allez. Donc, je le mettrai en même temps que le transcript de cette réunion. Mais est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des messages ou des envies à partager avec Jeanne? Voilà. Un petit cœur pour Jeanne. Oui, Frédéric. Oui, Jeanne, tout à l'heure, tu disais que nos réactions étaient extrêmement différentes dans ce que nous ressentions par rapport aux images que tu nous as proposées, par rapport aux photos, de ce qui se passait en Amérique du Sud. Globalement, tu peux nous exprimer ce qui était transmis ou c'est trop compliqué? Pas vraiment compliqué, juste une différence par rapport. Alors, je pense que la notion de la abaya, c'est-à-dire la abaya, la tenue noire avec le foulard noir, c'est quelque chose que peut-être qui est plus connu en Europe, vu qu'il y a beaucoup de femmes du Moyen-Orient qui se déplacent sur Paris, à Londres, etc., mais très peu. Et du coup, on croit que c'est un voile, il y a encore cette notion cette croyance de dire, OK, les femmes, elles portent le voile, etc. Alors que c'est un choix. C'est une tenue vraiment, they are proud, c'est une marque de fierté en fait, ici, la abaya, et c'est un habit de luxe en fait, c'est comme le caftan marocain pour nous, donc il y avait surtout cette... la notion, parce qu'ici, par exemple, il y a une très forte présence de la femme dans le management, or qu'on croyait que ce n'est pas le cas. Donc, voilà, c'était surtout par rapport à ça. D'autres questions, des remarques? En tout cas... Ça me rappelle ce que tu disais au tout début, Jeanne, quand tu disais c'est à la fois une question de connaissance, de savoir, de repère. C'est une question de compétence, de savoir-faire de coach, si on reste dans le coaching. Et c'est une question de posture, d'identité de coach. Moi, c'est pas un mot que tu as beaucoup utilisé, mais je trouve que c'est un beau travail sur l'identité aussi. Oui, parce que l'identité, effectivement, donc elle va intégrer le système de valeurs. Donc, et c'est ça ce qui va évoluer aussi. Donc, l'identité en tant que coach, elle va évoluer avant d'intégrer le coaching, au début du coaching et pendant, on va dire, je dirais, la seniorité dans la pratique et dans la relation. La seniorité, pour moi, ce n'est pas uniquement des années d'expérience, mais surtout le travail sur soi et c'est de travailler sur cette identité de coach qui évolue. Qui, à mon avis, voilà, c'est ça, l'identité, elle va être pas grande, mais large, mais vraiment en termes de largeur. Et c'est là le cadre ou le framework qui est en train de s'élargir. On va devenir voilà, des citoyens du monde avec un seuil de tolérance énorme. À mon avis, c'est ça l'impact sur l'identité. Et le coach gagnerait à travailler sur cette identité, à se connecter à son identité qui est en train d'évoluer. Parce que souvent, on ne se rend pas compte jusqu'à ce que ça arrive
un jour avec un client ou quelque chose où on se fatigue. Et là, on ne se rend pas compte, j'ai évolué par rapport à mon système de référence, à mon référentiel. Et on va dire la ligne, on va dire le garde-fou, c'est de continuer cette auto-observation avec. Moi, je recommande vivement la supervision et la thérapie. Je suis une fervente adepte de la thérapie supervision. C'est ce qui me permet, en tous les cas, moi, de garder cette distance émotionnelle par rapport à ce que je vis, par rapport à mon évolution, par rapport à ce regard que... D'ailleurs, je l'ai partagé avec toi, Catherine, dernièrement. Ça nous permet de boucler aussi sur la SF Coach. C'est vrai que ici, dans cette association, on a à cœur de promouvoir la supervision, enfin d'inviter les coachs à faire un travail personnel, etc. C'est pas le cas dans tous les pays du monde. J'avais envie d'apporter cet éclairage-là. Dans certaines régions, avoir une supervision, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de travailler bien comme coach. Ça veut dire qu'on n'a pas dépassé l'étape de l'apprentissage. Faire un travail sur soi, pour certains, ça veut dire qu'on va du côté de la thérapie et qu'on n'est pas tout à fait un coach professionnel qui va être là pour vous permettre d'atteindre vos résultats. Donc même sur ces trois concepts, coaching, thérapie, supervision, selon les pays où nous sommes, dans le référentiel des coachs de chacun des pays, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est aussi pour société francophone de coaching que nous sommes, repérer que même dans les mots les plus usuels de notre métier, selon les cultures où nous sommes, nous ne parlons pas de la même chose en fait. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a énormément, j'adhère parfaitement. En fait, le programme de formation que j'ai lancé, la thérapie est quasi obligatoire. Et nous trouvons énormément de résistance. Énormément de résistance. Donc, il y a drop-off, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas s'inscrire parce que c'est 6 séances, c'est vraiment 6 séances pour découvrir qu'est-ce que la thérapie. Je suis en train, comme on est aussi en train de devenir global, c'est quasiment pas légal de le faire dans certains pays. Et du coup, on va peut-être la retirer, de la remplacer par autre chose. C'est une vraie réflexion du métier. Je pense que ça mérite vraiment qu'on en parle à plus grande échelle par rapport à ça. Que fait cet espace de nettoyage du coach, la superpuissance du coach? Il y a matière. Quelqu'un a voulu prendre la parole, il me semble-t-il. En tout cas, en tout cas, moi, je trouve que ah oui, c'est bien, oui. Marie, excuse-moi. Oui. Non, mais continue, je t'en prie. Non, mais vas-y. Non. Je partage complètement, Jeanne. Alors moi, ce que je retiens, c'est le verbe évoluer. Et je partage complètement, parce que ce verbe, il a un sens. Et je pratique dans mes coachings aussi, plus en plus, je vais le faire, la numérologie créative, où on travaille beaucoup sur les spirales évolutives. Et vraiment, c'est un outil très puissant pour travailler sur la connaissance de soi, son évolution. Et on ouvre des portes et vraiment, là, on travaille sur les ombres et les lumières. Et vraiment, c'est très puissant. Je te remercie vivement parce que ça m'invite surtout à ne pas lâcher et à rester dans ma singularité que j'ai trouvée et ayant travaillé dans différents pays, donc que tu connais sûrement aussi. Et j'ai trouvé très intéressant, je dirais, ce webinaire parce que je trouve qu'apprendre à désapprendre fait partie aussi vraiment, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et un bon moyen aussi de s'ouvrir pour évoluer. Parce que comme tu dis, voilà, ce que peut-être j'ai porté, je raconte n'importe quoi bien sûr, mais peut-être que le pantalon que je portais il y a 10 ans, peut-être que, voilà, je plaisante, je prends un exemple complètement, peut-être qu'il ne me plaît plus, peut-être que je le reprendrai, mais voilà, on peut s'autoriser à oser. Merci, vraiment. Merci SF Coach. Merci Marie. Je trouve que votre fédération apporte des webinaires toujours très intéressants. Mais un grand merci en tout cas. C'est très sincère.
je pense qu'on arrive à la fin. En tout cas, Fabrice qui me dit oui. En tout cas, un grand merci. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça nous a rappelé que, oui, apprendre à désapprendre, que des petites choses peuvent, voilà, les biais, on refera des conférences sur les biais cognitifs dans les prochains mois, on vous en dira plus, combien on doit avoir justement cette posture de réflexivité sur soi-même, d'identité, de singularité, pour reprendre ce que Marie va dire, et que chaque coach et chaque coaché est une relation particulière et combien, c'est ce que disait François Baltaille il y a une quinzaine de jours, combien finalement, et c'est tellement vrai, dans une relation de coach et coaché, le coaché nous apporte autant qu'on lui apporte, enfin, je ne sais pas si autant, en tout cas, ne jamais oublier que le coaché nous apporte aussi énormément de choses dans la relation. Et là, tu nous as apporté énormément de choses, Jeanne, dans l'ouverture, d'Abu Dhabi en passant par le Maroc et la France, et de combien on est tout petit et non pas tout puissant. Merci, un grand, grand merci. On se retrouve le 7 avril avec M. Jacques-Antoine Malarevitch, comme dirait Fabrice, après, avec M. Jacques-Antoine. Voilà, c'était pour le Burkina Faso. Donc, avec Jacques-Antoine Malarevitch, qui nous parlera du coaching dans un contexte familial, en entreprise où il y a une famille, enfin, pas la thérapie familiale, mais le coaching quand la famille entrepreneuriale est présente. C'est un des livres qu'il a écrit qui est passionnant. Et puis, on continuera avec Claude Champagne début mai sur le co-développement, avec Pauline Girardot qui nous parlera du coaching interne dans la fonction publique. Donc, et puis avec Marie-Pierre Cahouette, donc on ira côté canadien pour parler de neurosciences. Ça, c'est pour le mois de juin, pour terminer avec je suis fatiguée de cette fin de journée, avec Dominique Retourné qui nous parlera du lien entre coaching et j'ai oublié, donc j'ai un trou. Florence, aide-moi. En fait, vous avez tous des invitations sur le site. Surtout, je vous invite, puisqu'on a eu un médiation, coaching et médiation. Je savais bien que ça finirait par arriver. Le lien entre coaching et médiation. Ouais. Voilà. Transférez à vos collègues coachs et superviseurs le programme pour que nous soyons toujours aussi nombreux à échanger. Ça fait aussi partie de notre plaisir d'échanger au-delà des frontières de notre communauté de coachs. Tu vois, on ne savait pas te répondre qui est de l'ASF Coach. Ce n'est pas le critère pour participer au temps du lien. Voilà, donc à vous d'ouvrir aussi à d'autres connexions qui feront de la richesse pour nos sessions futures. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, le recap sera en ligne très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. Au revoir.